Oui, c'est OK pour moi. Alors, mesdames et messieurs, du 7 au 18 novembre 2022, se tiendra la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il faut dire que depuis la COP 21 de Paris, où des engagements forts ont été pris par les pays signataires, à rester sous le seuil fatidique d'un réchauffement limité à 2 degrés, voire et révisé aussi à 1,5 degré, les COP sont l'occasion de rendre compte publiquement des actions réalisées et de disposer d'un cadre d'échange pour permettre des efforts dans l'atteinte de ces objectifs. Parmi les participants officiels, on attend plus de 200 représentants des pays signataires et observateurs, des représentants de la presse, des médias, ainsi que des organisations observatrices comme la vôtre. De nombreuses autres organisations également non gouvernementales, activistes, entreprises, personnalités publiques et médias se rendent également sur place pour faire pression sur les négociations et faire entendre leur voix. On estime aujourd'hui à 35 000 personnes qui sont attendues à Sharm el-Sheikh, dont chacune qui dispose de son propre réseau d'influence. Dans ce contexte de mobilisation internationale, il convient de noter la situation paradoxale de notre continent africain. En effet, il y a un consensus scientifique et politique admettant la faible contribution de l'Afrique aux émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, notre continent est enclin aux désastres liés à ce phénomène. Alors, il est important de noter que les populations africaines, notamment subsahariennes, considèrent les caractéristiques climatiques ainsi que socio-économiques des pays où elles vivent et comptent parmi les plus vulnérables au monde face aux risques portés par le changement climatique. La COP27 représente donc un événement d'ampleur internationale et multipartite permettant de mettre en lumière les enjeux du climat à travers le monde et les solutions qui peuvent y être apportées. Et selon le président Abdel Fattah Sisi, qui sera l'hôte pour cette année, la science est là et montre clairement l'urgence avec laquelle nous devons agir pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, de prendre également des mesures nécessaires pour aider ceux qui en ont besoin et s'adapter également aux impacts négatifs du changement climatique. Également, il faudra trouver des solutions ou des formules appropriées qui puissent garantir la disponibilité des moyens de mise en œuvre nécessaires et indispensables pour que les pays en développement apportent leur contribution à cet effort mondial. En particulier, au milieu des crises internationales successives que connaît notre monde, y compris la crise de sécurité alimentaire actuelle, qui est exacerbée par le changement climatique. Il y a également, dans nos pays, la désertification et la rareté de l'eau. Nous, à Make Sense Africa, nous avons décidé de mobiliser des acteurs, de donner également envie à nos communautés de s'activer pour le climat. Et Make Sense, faute d'un réseau international de plus de 200 000 citoyens engagés, organise depuis l'année 2022 des Sense Voice pour échanger sur les solutions, les activités également que les acteurs du changement organisent, et il est important pour nous de pouvoir mettre en lumière toutes ces actions. Pour cette session, nous allons débattre de plusieurs enjeux qui sont clés pour notre continent. En particulier, la prise en compte des priorités pour notre continent à la COP27 et également les opportunités que nous pouvons saisir à cette COP. Alors pour cela, nous avons trois grandes personnalités, trois grands jeunes de l'Afrique qui font bouger notre continent et qui ont décidé de porter également cette activité et de donner de la voix en marge de la COP27. Je vais vous les présenter successivement. Nous avons aujourd'hui M. Moukaïla Moubarak. Il est
économiste et financier. Il est également coordinateur du Centre régional de collaboration du secrétariat de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques en partenariat avec la Banque ouest africaine de développement. M. Moubarak également est le chef projet de l'Alliance ouest-africaine sur les mécanismes de marché et la finance climat. Je pense que tout à l'heure, dans sa présentation, il nous dira concrètement ce qu'il fait au sein de son organisation. Nous avons également Fatmata Cherif. Beaucoup, je pense, la connaissent sur les réseaux. Elle est très active sur ces réseaux, que ce soit sur Facebook à travers les initiatives qu'elle lance. Elle est consultante en communication et développement durable. Elle met également ses compétences au service des institutions telles que le Programme des Nations Unies, de l'Union européenne, ainsi que plusieurs autres organismes du secteur public et privé, ainsi que des organisations internationales. Elle est également observatrice pour la chaîne de télévision France 24. Elle intervient également sur RFI et sur d'autres médias aussi prestigieux. Elle utilise également son influence sur les réseaux sociaux pour informer, alerter, sensibiliser et également vulgariser sur les objectifs du développement durable. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire de Madame Chérif. Tout à l'heure, elle pourra nous brosser encore d'autres activités qui relèvent de son compte. Et pour finir, nous avons Monsieur Nou Zougrana, il est du Burkina Faso. Monsieur Nou est activiste dans tout ce qui est changement climatique. Il est président d'une organisation Act of Sahel. Il s'active également pour tout ce qui est adaptation au niveau du changement climatique. Mesdames et messieurs, merci d'être présents, chers speakers, à ce panel. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos speakers qui, durant 5 minutes, vont nous introduire sur la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Je vais de ce pas laisser la parole à M. Moubarak Moukaïla pour son intervention. Merci beaucoup, Shakira, déjà pour l'invitation et pour l'initiative. Et je salue tous les participants et les autres, les co-panélistes. Alors, la question de cette rencontre, c'est sur les enjeux pour l'Afrique à la COP 27. Et tout à l'heure, vous avez cité Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, qui nous a très bien rappelé lors de son allocution aux Nations Unies récemment que la COP 27 est une COP africaine et il est important de porter les sujets majeurs pour l'Afrique, notamment le financement climatique, l'adaptation et les pertes et dommages. Donc, c'est 3 enjeux principaux pour l'Afrique lors de la COP. Mais l'un des enjeux qui est encore plus important que ces 3 facteurs, c'est l'action. Donc, il a bien souligné la question de l'action parce que l'inaction, selon les Nations Unies, nous coûte entre 7 et 15 milliards de dollars par an. Donc, il est très important pour nous de porter les questions liées à l'action. Donc, la COP 27, la COP africaine, sera vraiment une COP essentielle, une COP sur l'action. Alors, aujourd'hui, je suis coordonnateur du Centre régional de collaboration, qui est un partenariat entre la Banque ouest africaine de développement et le secrétariat des Nations unies sur les changements climatiques. Et notre rôle initial, on a été créé en 2012, et notre rôle initial, c'était d'appuyer les pays les moins avancés sur les questions liées à la mobilisation des financements sur le MDP, le mécanisme de développement propre. Mais depuis l'accord de Paris, nous avons agrandi, et les États nous ont demandé aussi d'agrandir notre champ d'intervention pour couvrir les questions liées à la mise en œuvre de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable. Donc, nous accompagnons les États déjà à mettre en place des plans d'action, mettre en place des actions concrètes pour la mise en œuvre. Nous les accompagnons à établir des feuilles de route et maintenant à mettre en place des instruments pour la mobilisation des ressources en interne et autres. Et l'autre facteur que vous connaissez très bien de l'accord de Paris, c'est la question liée à la transparence et au reporting. Donc, nous mettons aussi en place des instruments de reporting et autres.
Alors, comme vous le savez très bien, le GIEC, lors de cette dernière sortie, nous a très bien informés de la pertinence et de l'urgence de l'action climatique. Et aujourd'hui, nous a aussi dit que les océans, les cours d'eau et autres constituent un puits de carbone, donc les blue carbon, qui sont essentiels à la lutte contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, on a la chance en Afrique d'avoir d'un côté nos forêts qui constituent un puits de carbone, mais de l'autre côté aussi les océans, les cours d'eau et autres, qui, selon l'Union africaine, constituent tout ce qu'on appelle océans et autres, qui constituent un vrai puits de carbone parce que les océans peuvent nous aider euh, à atténuer, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que la biodiversité qui se trouve sous les océans peut nous permettre de capter les CO2 et nous permettre, et ça constitue pour l'Afrique une opportunité de mobilisation de ressources, non seulement avec nos forêts, nous mobilisons des ressources liées au crédit carbone conventionnel, mais avec les océans et la biodiversité, nous mobilisons aussi des ressources liées au carbone bleu. Et la filière de Saint-Nacoteur, je vois un système là-bas où Donc, pour continuer, je peux dire qu'aujourd'hui, les questions sont essentielles et ce sont des questions clés, les questions liées à l'action. Donc, nous mettons un accent particulier aujourd'hui sur la mobilisation des ressources et pour essayer d'accompagner les États parce que quand je parle de ressources, tout de suite, il ne faut pas penser aux ressources financières parce que les ressources financières sont bel et bien là. Hein, je le dis souvent, on a énormément de ressources financières, mais il faut mettre en place des outils pour aller les chercher. Et nous avons un problème essentiel en Afrique. Le premier, c'est le montage même des projets. Aujourd'hui, quand vous allez voir un État, et même le privé, même avec le secteur privé, vous remarquez que les gens savent monter les projets, mais ils ne savent pas intégrer les critères d'éligibilité pour leur permettre d'aller mobiliser des ressources de la finance climat. Donc, aujourd'hui, nous accompagnons les États, les parties prenantes à vraiment monter ce type de projet-là pour pouvoir aller lever des ressources. Et quand très souvent, je dis aux gens que la question de la compétence, la question de la capacité, elle est nécessaire, les gens en rigolent. Il y a aujourd'hui, selon l'OCDE, moins de 40% des ressources liées à la finance climat qui ont été approuvées, qui sont aujourd'hui mobilisées pour implémenter les projets. Quand vous regardez aujourd'hui, la question de l'argent n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est la question liée au renforcement de capacité. Et quand je parle de renforcement de capacité, il y a plusieurs types de renforcement de capacité. Hein. Vous avez d'abord la question institutionnelle, hein, le cadre réglementaire institutionnel, sur lequel il faut accompagner les États, il faut accompagner les parties à mettre en place un cadre réglementaire institutionnel parce que sans vraiment ce cadre-là, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et ensuite, maintenant, donner la capacité aux gens, un, de monter les projets, deux, de mobiliser des ressources, trois, de les mettre en œuvre, et quatre, de pouvoir faire un reporting assez solide pour pouvoir, parce que cet outil de reporting-là vous permet aussi derrière de mobiliser d'autres types de ressources. Donc, ceci dit, nous travaillons avec beaucoup d'États pour mettre en place des plans d'action et nous coordonnons les actions des différents partenaires et bailleurs de fonds avec des partenaires de NDC Partnership, la Banque mondiale et autres pour mettre en place quand même des feuilles de route assez solides pour permettre aux États d'aller mobiliser les ressources. Aujourd'hui, tout le monde parle de mobilisation des ressources, mais quand vous allez à la COP et vous dites aux gens, sortez-nous un portefeuille de projets digne de ce nom pour pouvoir mobiliser des ressources, malheureusement, vous ne le voyez pas. Et l'autre chose sur laquelle nous travaillons aussi, c'est l'intégration de toutes les parties prenantes hein, autour de la table pour la mise en œuvre des projets. Quand je parle des parties prenantes, je veux bien parler des femmes, je veux bien parler des jeunes. Et là aussi, il faut travailler sur le renforcement de capacité parce que les gens ne sont pas vraiment formés pour les questions liées au changement climatique. Parce que quand vous prenez un ingénieur classique, il peut bien vous monter un projet, il peut bien vous faire un travail, mais dès que vous voulez faire un projet climat, il n'a pas peut-être la capacité nécessaire pour intégrer les aspects liés à la finance climat dans ce projet-là. Donc, il faut faire un travail de base aussi à ce niveau pour permettre aux ingénieurs ou aux partis de pouvoir mobiliser ces ressources-là.
L'autre chose aussi sur laquelle nous travaillons avec les États, c'est de tout faire pour ne pas dupliquer les actions sur le terrain et travailler en synergie avec tous les partenaires pour avoir les mêmes interlocuteurs. Parce que vous allez dans un pays, par exemple, moi, au départ, quand j'ai commencé, quand j'ai pris le Centre régional de collaboration, je me suis rendu compte que, surtout au niveau des jeunes, par exemple, vous avez des jeunes qui viennent vous voir pour vous dire, nous voulons faire une action sur la déforestation, par exemple. Vous allez les financer, ils font une action sur la déforestation, ils font un atelier de renforcement de capacité, ils font des ateliers à ne pas en finir. Et derrière, dès que une autre institution vient les voir pour dire renforcement de capacité, ils refont les mêmes ateliers de renforcement de capacité au lieu de capitaliser sur ce qui avait déjà été fait pour continuer. Et parce que les partenaires qui viennent les voir ont des feuilles de route. Et c'est en ça qu'il faut faire vraiment attention et c'est là que nous travaillons avec les partenaires pour mettre en place une synergie d'action. Parce que les partenaires, il ne faut pas vous tromper, les partenaires ont des feuilles de route. Et à la fin de l'année, vous allez remarquer, hein, vous allez voir beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers qui se dérouleront entre maintenant et la COP, parce que les partenaires ont des queues de budget qu'ils ont envie de finir, qu'ils ont envie d'utiliser. Et donc, ils viennent voir les jeunes sans vraiment avoir un travail de base qui est fait pour développer des activités de renforcement de capacité sans vraiment attendre des conclusions. Donc, nous travaillons vraiment au niveau des pays pour être sûr que ce type d'éléments soit évité pour permettre d'avoir vraiment une granularité sur ce qui est fait sur le terrain. Les acteurs qui y interviennent et vraiment travailler avec ces acteurs-là pour que ce soit des actions qui se complètent au lieu que ce soit des actions disparates. Donc, nous travaillons vraiment sur cet état de choses et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des résultats assez concrets dans certains pays, avec certains pays où nous travaillons avec le système des Nations Unies globalement et les bailleurs de fonds pour pouvoir mettre en place des solutions adaptées à ce type de problème-là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la COP a des enjeux, a des objectifs particuliers. C'est la finance climatique, c'est l'adaptation, c'est les pertes et dommages, mais la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que l'inaction nous fait perdre plus d'argent que l'action. Donc, vraiment, il faut qu'on aille vers l'action et il faut que nos pays soient prêts à vraiment utiliser des ressources qui sont adaptées parce que les ressources, elles existent. Et le dernier point que je veux souligner, c'est l'implication du secteur privé dans tout ça. Vous savez, si vous prenez les plans d'action, les CDN, les contributions déterminées au niveau national des pays, vous verrez que c'est des montants assez énormes qui ont été retenus dans ces CDN-là. Et les États seuls ne peuvent pas mettre en œuvre les projets qui ont été mis en place dans les CDN. Donc, il faut vraiment l'implication du secteur privé, parce que sans le secteur privé, on n'y arrivera pas. Parce que même les États ne peuvent pas mobiliser autant de ressources pour y mettre. Un. Et de deux, le secteur privé est créateur d'emplois et vecteur d'emplois. Et quand je parle de secteur privé, je ne parle pas forcément de grands, hein, je parle même des PME, je parle même des PMI. C'est très important d'impliquer tout cela parce que d'encourager l'entrepreneuriat de jeunes, d'encourager l'entrepreneuriat des femmes pour leur permettre de créer des emplois verts, des emplois durables et pouvoir accompagner les États à la mise en œuvre des CDN. Et aussi, quand vous regardez les CDN normalement sont mis en œuvre par des collectivités locales décentralisées, les collectivités à la base. Donc, il faut vraiment donner les capacités à ces institutions-là pour pouvoir mettre en œuvre les CDN. Quand vous allez dans nos pays, vous avez des structures qui gèrent les projets, mais qui ne sont pas en contact direct avec ces parties prenantes-là. Et il est important de faire le lien. Quand on parle de la décentralisation aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, la décentralisation, elle est sur papier, elle n'est pas réelle. Et surtout, au niveau de la mise en œuvre des projets, vous remarquez vraiment que parfois vous allez dans un pays où il y a la mairie, mais le pouvoir central vient mettre en place des projets sans vraiment consulter ces parties-là. Donc vraiment, il faut regarder globalement cette question-là et faire tout pour que la mise en œuvre de nos stratégies et de nos plans d'action sur le climat soit faite de façon non seulement collégiale, mais de façon synchronisée pour que les actions ne se répètent pas, mais se suivent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mukaila. On voit que vous avez fait un tour
déjà sur vos activités, ce que vous faites pour les organisations locales ainsi que pour les institutions, et également partager certaines opportunités sur lesquelles les acteurs pourront en fait s'agripper au cours de la COP27 pour voilà, saisir ces opportunités-là. Également, au niveau des priorités qui pourraient aussi intervenir, vous avez fait également le tour sur les priorités de financement, voilà, d'implication du secteur privé. Je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va laisser la parole à nous, Zungrana, pour également son mot d'introduction. D'accord, merci bien pour la parole donnée. Je vais profiter en même temps de partager mon écran. Ok, ça marche. Donc, merci Shakira pour l'invitation. Bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous les participants qui ont fait l'effort pour venir écouter et entendre parler du climat encore. On en parle chaque jour et un peu partout. D'emblée, tu m'avais déjà introduit, mais je reviens là-dessus. Je suis Nouhou Zungrana. J'interviens en tant qu'activiste climat, en tant qu'acteur de la société civile. Sinon, depuis de ça, j'ai encore d'autres casquettes, mais aujourd'hui, je parlerai plus de l'action des acteurs non étatiques, plus précisément l'engagement des jeunes de cette COP. OK. Avant d'entrer en jeu, on va juste faire un petit rappel sur le changement climatique, quelque chose au-dessus normal, parce qu'on en parle, d'autres personnes aussi ne maîtrisent pas le fond et comment ça se déroule exactement. Il faut savoir que quand on parle de changement climatique, il y a aussi la variabilité climatique à ne pas confondre. Quand on parle, ces deux phénomènes sont induits par les effets de gaz à effet de serre. Il faut noter que ces gaz à effet de serre existent de façon naturelle et c'est ce qui nous permet d'avoir 18 degrés comme température ambiante et qui permet la vie sur Terre. Mais on remarque qu'à partir des années-lumière, à partir des années de l'industrialisation, il y a encore des émissions anthropiques dues à l'activité humaine et ce qui augmente ces gaz à effet de serre et qui bloque le renvoi de ces rayonnements. Et sur ce, on parle de réchauffement global de la planète avec ces effets corollaires. Donc, je parlais de variabilité climatique à ne pas confondre parce que le climat a toujours varié depuis la nuit des temps. Mais nous remarquons que à partir des années-lumière, comme je l'ai dit, à partir des années 1800, nous avons dépassé un pic de 300 parties par millimètre, qui est la quantité de CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Jusqu'en 2013, nous avons atteint un pic de 400 parties par millimètre. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment de l'émission de CO2, de l'émission de gaz à effet de serre, et qu'il faut prendre à bras le corps ces questions de changement climatique et ne pas surtout être climato-sceptique ou bien écouter les climato-sceptiques. Donc, étant donné que ces problèmes sont surgis sur la planète, donc les gens ont jugé nécessaire de se rencontrer et d'en parler, de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutionnements. Et c'est ainsi qu'en 1987, dans le rapport de Brundtland, on a commencé à parler du développement durable. Et quand on parle de développement durable, vous savez bien que c'est le développement qui nous permet actuellement de subvenir à nos besoins sans empiéter aux besoins des générations futures. Et ça prend plusieurs dimensions, ça, avec l'intégration du côté social, du côté économique et du côté environnemental. Et nous amène à un sommet qu'on a la Convention cadre des Nations Unies, qui regroupe en son sein 3 conventions. Et donc, il y a 3 COP. Il y a la COP sur la désertification qui s'est tenue à Abidjan.
Il y a la COP sur la biodiversité qui va se tenir à Montréal. Et il y a aussi la COP qui va se tenir cette année en Égypte. Donc, suite à ça, il y a eu le protocole de Kyoto avec ses objectifs qui, malheureusement, n'ont pas été atteints. Donc, il faut dire qu'en 2021, en France, à Paris, il y a eu du succès parce que c'est là qu'on a eu à adopter l'accord de Paris. Et tous les COP qui ont suivi la COP 21 de Paris, voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place quelques articles, quelques accords cités à ce niveau. Et Moukaila est revenu là-dessus, les CDN, voir comment, dans quelle mesure nous pouvons implémenter ces CDN, parce que dans ces CDN, chaque pays ambitionne, a ses ambitions pour réduire les gaz à effet de serre à sa manière à travers des projets. Donc, bon, pour juste un peu revenir pour savoir qu'est-ce que les COP, j'ai déjà fait un briefing là-dessus. Donc, il y a les 3 COP que j'avais déjà cités. Mais il faut noter, COP, c'est en anglais, voilà, en français, conférence des parties. L'objectif principal des COP, c'est d'intensifier les efforts pour réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre. Et ce qui est aussi mentionné au niveau de l'article 4 de l'accord de Paris, qui amène les pays à réduire les gaz à effet de serre. Donc, maintenant, on va rentrer dans les priorités de l'Afrique. Je pense que le premier panéliste est revenu là-dessus. Il faut savoir que la priorité absolue pour nous, pays africains, l'Afrique de façon globale, c'est de maximiser et de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler pour avoir les finances climatiques et surtout aller à l'action, comme l'a dit Moukaila, précisément l'action d'adaptation au changement climatique. Parce que quand on parle d'atténuation et d'adaptation, ils sont complémentaires parce que l'autre a un effet sur l'autre, vice-versa. Mais actuellement, il faut noter que les financements sont plus tendants vers l'atténuation, donc comme le montre l'illustration. Donc, c'est ce que nous devons plaider, c'est ce que nos dirigeants au niveau de la COP qui devraient maximiser les négociations doivent tourner à ce niveau parce que nous sommes les pays, quand je parle des pays africains, qui produisons peu de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui recevons en plein fouet les effets néfastes des changements climatiques, d'où nous devrons aller vite à l'adaptation et essayer d'aller vers ces financements pour l'adaptation. Et aussi, le panéliste précédent est revenu là-dessus. Vous allez voir que ce soit au niveau des ministères, au niveau de la société civile, quand on parle des finances climat, on parle des projets bancables, mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à élaborer, à écrire et à implémenter ces projets bancables. Et je pense que leur initiative vient à point nommé parce que ça permet d'accompagner les acteurs à tous les niveaux pour porter ces financements pour que nous, pays africains, nous puissions aller à l'adaptation. Donc, je disais qu'il allait plus parler des acteurs non étatiques qui sont les jeunes parce que actuellement, je me retrouve plus comme jeunes. Comment les jeunes sont engagés? Les jeunes sont engagés au niveau international à travers les COI qu'on organise. Il faut noter que les COI sont organisés une semaine avant les COP. Et durant ces COI, il y a des consultations. Il y a des consultations et les jeunes rédigent un document qu'on appelle globalement Global Youth Statement pour essayer d'influencer les politiques. Donc, si on revient au niveau régional, il y a aussi les COI, les RCOI, les COI régionaux. Et au niveau, cette année, ça doit se tenir en Afrique du Sud, à Johannesburg, du 14 au 16 octobre. Il y a aussi les local COI au niveau national que les jeunes organisent, les caravanes climatiques, ainsi de suite. Ça, c'est spécifiquement les acteurs non étatiques. Quand on prend les autres acteurs, il faut noter qu'il y a les rencontres des ministres de l'Environnement, il y a la semaine climatique qui se déroule actuellement et c'est durant ces rencontres que les pays africains essaient de voir dans quelle mesure ils pourront entamer les négociations au niveau de la COP. Donc,
brièvement c'est ce qu'il voulait partager avec vous. Peut-être durant les séances de discussion, questions-réponses, on pourra mieux en discuter. Merci. Merci beaucoup, nous, Aniche, comme ce qui est mentionné sur ton slide. Merci beaucoup d'avoir parcouru encore les notions de COP, de COI et ainsi de suite pour encore éclairer davantage sur ce que sont ces rencontres-là. Effectivement, toutes les informations partagées, je pense que le fait d'avoir fait focus sur les jeunes va aider en fait beaucoup de ceux qui sont présents pour cette session. Sans plus tarder, on va passer à la dernière intervenante dans cette session d'introduction. Comme je l'ai dit tantôt, elle c'est Fatoumata Chérif, elle est de la République de Guinée. Elle est blogueuse, elle est dans le changement de la manière de faire des jeunes Africains. Elle est également innovatrice sociale. Et je vais laisser la parole à cette grande dame pour son mot d'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Make Sense pour cette opportunité à travers ce Sense Voice. Je crois que ce genre d'initiative est à renouveler sur l'ensemble des thématiques en lien avec la transformation sociale, le développement durable. Et donc, c'est avec plaisir que je prends part à cette rencontre. Bientôt la COP27, c'est vrai, on en a tellement fait, nous sommes à la 27e édition de COP en COP, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on retient, est-ce que les engagements pris par les pays sont mis en œuvre dans nos pays au niveau local? Je pense que telles sont les questions qu'il faille se poser à ce stade-là. Cette COP est africaine, c'est vrai, il faut faire en sorte que notre participation puisse retenir quelque chose. Quel est l'engagement commun des pays face au changement climatique pour la résilience des communautés vulnérables, les mesures d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique, l'engagement des parties prenantes non étatiques, les collectivités, ces pays insulaires qui souffrent du changement climatique et de leurs impacts, la gestion des déchets, toutes ces politiques-là doivent être mises en œuvre au niveau local. Il ne s'agit pas seulement d'aller faire des plaidoyers parce que les COP sont des COP d'engagement. Récemment, c'est vrai, les pays font de grands discours, nos politiques en font tous les jours, mais au niveau local, qu'est-ce qui est fait? Et je pense que c'est là qu'intervient la veille citoyenne. Et donc, je vais mettre l'accent sur ça. Comment, en tant que jeune, avec l'utilisation des technologies de l'information, de la communication, nous pouvons participer à cette dynamique au niveau local, tout en nous basant sur les conventions, sur les lois nationales. Et donc, j'interviens dans ce domaine en tant qu'activiste sur les questions de changement climatique. J'ai également mis en place une initiative qui s'appelle Selfie Déchets, qui vise au monitoring de la gouvernance de la salubrité publique. Vous le savez, dans nos pays africains actuellement, les déchets sont les causes des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que déjà, ces déchets sont mal gérés, ils sont incinérés dans la nature et cela intoxique les populations, intoxique l'habitat, la biodiversité et même le sol, parce que toutes ces substances chimiques qui proviennent de ces déchets-là touchent même la nappe phréatique. Et donc, les populations souffrent de maladies et d'infections, d'épidémies. Et donc, il faut voir loin lorsqu'on parle de changement climatique. Lorsqu'on parle d'engagement des pays en faveur du climat, il faut voir le changement climatique ou la lutte contre le changement climatique comme un programme intégré. Lorsqu'on parle de changement climatique, on parle de droits humains. Lorsqu'on parle de changement climatique, on parle de santé. Lorsqu'on parle de changement climatique, on parle également d'éducation, on parle de travail décent, on parle d'urbanisme, on parle tout simplement de développement durable. C'est vrai que ces questions semblent novatrices aujourd'hui, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis des décennies, les pays en parlent. Des pays comme le nôtre en Guinée, bien avant l'indépendance, nous avions des politiques qui visent à tout ce qui est protection de l'environnement, biodiversité, tout ce qui est reboisement. Ces initiatives sont d'abord endogènes, ce qui signifie qu'en Afrique, nous avons déjà des comportements ancestraux qui nous permettent de sauvegarder de l'environnement. Parce que l'environnement est en lien avec la communauté. La population
est en communion avec l'environnement. Et il y a même des cultures, comme si je prends le Bénin, qui tirent leurs ressources dans la nature, qui tirent leur savoir dans la nature, qui utilisent la nature, c'est-à-dire la forêt, comme source pour éduquer, pour la santé, pour plein de choses. Et donc, il y a ce côté mystique qui entoure l'environnement et il y a ce côté religieux aussi et qui entoure l'environnement. Il ne faut pas qu'on oublie ces aspects. Ce qui me choque souvent, c'est que l'Afrique est souvent non seulement la grande oubliée, mais elle se fait la grande victime. C'est vrai qu'on est victime du changement climatique. On le disait tantôt que au niveau des émissions des gaz à effet de serre, l'Afrique n'émet globalement que moins de 33%, étant donné que la Chine à elle seule est une grande pollueuse avec 27%. Mais nous avons également des solutions endogènes qui nous permettent de lutter contre le changement climatique, de faire face aux défis du changement climatique et d'atténuer les impacts sur nos communautés. Il ne faut pas qu'on oublie nos cultures, il ne faut pas qu'on oublie nos capacités endogènes, il ne faut pas qu'on oublie le savoir-faire des communautés. C'est vrai, c'est bien beau, nous avons des lois, nous avons des engagements communs que nous prenons, nous avons nos conventions déterminées au niveau national, quoique insuffisante parce que la mise en œuvre n'est pas effective sur le terrain. Alors, pourquoi ne pas utiliser le savoir-faire des communautés existantes et mettre en lien ces savoir-faire avec les politiques et appuyer ces communautés de manière à ce qu'elles soient résilientes? Mon collègue introduisait tout à l'heure que les jeunes, les communautés ont du mal à écrire des projets sur le changement climatique. C'est une réalité. Devons-nous attendre alors que ces jeunes soient formés et aient des capacités? Pendant cette période, il y a des catastrophes. Pendant cette période-là, des communautés souffrent d'inondations, disparaissent, les populations n'arrivent plus à consommer leur culture parce qu'elles sont détruites par la salinisation des sols et aujourd'hui des cours d'eau disparaissent. Devons-nous attendre de finir tout cela pendant que des populations meurent, pendant que la biodiversité disparaît, alors que nous avons de plus en plus de pandémies qui sont causées par le changement climatique? Les maladies de zoonose, les pandémies comme Ebola, comme la COVID, sont issues du changement climatique. On ne le dit pas assez. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut que les pays ou les politiques ou même ces conventions s'adaptent aux réalités locales. Je vais prendre l'exemple d'un agriculteur qui est dans sa zone. Il ne comprend pas français, il ne sait pas lire les lois, il n'en comprend rien, mais il sait exactement ce dont il a besoin pour renforcer ses cultures. Il sait exactement ce dont son sol a besoin. Devons-nous attendre qu'il comprenne les lois? Devons-nous lui dire, cet agriculteur, monsieur, rédigez des projets pour nous afin qu'ils soient bancables? Moi, je dis non. Je crois que nous avons déjà des outils qu'il nous faut en tant qu'institution, en tant que partie prenante. C'est à nous de changer notre regard, notre façon de faire. Allons sur le terrain, rencontrons ces gens. Peut-être que cette personne-là a juste besoin d'une nouvelle technique. Il n'a pas besoin de rédiger un projet pendant une année pour faire des va-et-vient dans les banques, dans les institutions où il ne sera pas entendu. Je vais parler aussi de la question d'accès des terres. Les femmes n'ont pas accès aux terres dans certaines régions d'Afrique. Cela de manière culturelle, cela parce qu'elles-mêmes, elles pensent que la terre n'appartient qu'aux hommes. Parfois, c'est la loi qui ne leur permet pas d'accéder aux terres. Parfois, c'est tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Il y a des conflits territoriaux qui sont dus aux impacts du changement climatique. Quand je prends mon pays, qui est un pays vert jusqu'à présent, parce que nous avons quand même de la biodiversité, nous avons des ressources hydriques, nous avons plus de 1500 cours d'eau, mais ces cours d'eau disparaissent tous les jours. Pourquoi? Parce que la population tire ses ressources de la terre, tire ses ressources de ses eaux, tire des ressources de ses cours d'eau, de ses forêts. Devons-nous demander à ces femmes qui cuisinent au charbon de nous rédiger des projets? Non, elles ont juste besoin d'appui pour changer leurs habitudes, pour utiliser disons, des foyers améliorés. Pour cela, elles ont besoin d'être autonomisées. Et donc, nous devons changer le paradigme, nous devons changer notre façon d'évaluer les projets et surtout de les mettre à l'échelle au niveau national. Il faut adapter les comportements des populations à nos grands projets. Parfois, nous-mêmes, nous ne comprenons rien. À plus forte raison, les populations qui, elles, vivent au quotidien et cherchent
à vivre décemment. Et bien entendu, si les pays ont pris des engagements, par exemple, pour lutter contre la déforestation, alors que dans ces mêmes pays, rien n'est fait pour que les populations puissent avoir accès à des sources d'énergie renouvelable ou en tout cas puissent atténuer leur impact sur nos forêts à travers la réduction de la cuisine au charbon de bois qui peut être remplacé par le gaz butane subventionné ou encore des foyers améliorés. Regardez ça d'abord. Ne pensons pas déjà que les pays développés ne font rien pour nous, ce qui est vrai déjà, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour nos communautés? Moi, je pense que c'est la grande question. Et c'est là qu'intervient la veille citoyenne. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, nous, en tant que femmes, nous, en tant que porteurs de projets, en tant qu'innovateurs sociaux, nous pouvons faire pour rendre résilientes nos communautés, notamment nos communautés rurales, parce que le milieu rural nourrit le milieu urbain. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de changement climatique, je vous l'ai dit, c'est un projet intégré. Ne voyons pas l'aspect seulement des catastrophes. Il y a plein d'autres aspects aujourd'hui qui poussent ces communautés-là à agir ou à ne pas agir parce qu'ils n'ont plus confiance aux politiques, ils n'ont plus confiance aux lois, ils n'ont plus confiance aux COP. D'ailleurs, vous le savez bien, les COP climat sont souvent considérés comme des COP de marketing et institutionnels. Et donc, comment pouvons-nous changer cela? Je pense qu'il y a des actions à mener. Les pays doivent adapter leurs conventions, leurs engagements à travers les contributions déterminées au niveau national et mettre en place des feuilles de route pour les implémenter au niveau communautaire et faire en sorte que les parties prenantes soient intégrées. La table de décision ne doit pas être qu'étatique, elle doit être multipartite. C'est ça qui est important. Et c'est souvent là que le bas blesse. Lorsqu'on doit prendre des engagements au nom d'un pays, on le fait souvent en tant que gouvernement. On oublie les acteurs étatiques. Et dans la mise en œuvre, il y a un problème parce que les politiques et les décisions prises ne correspondent pas souvent aux besoins des communautés ou peut-être même à l'engagement que peut avoir cette communauté pour s'impliquer réellement dans cette décision. Je pense qu'on doit faire le circuit inverse, mettre en place une plateforme transversale qui permette de recueillir effectivement les besoins des populations pour les présenter comme engagement à la COP. Souvent, il y a ce côté qui ne va pas bien. Alors, si on prend aussi le niveau des financements du climat, aujourd'hui, on a le fonds vert climat, on a le fonds d'adaptation, mais je vous assure que les pays du sud du Sahara n'arrivent pas du tout à bénéficier de ces ressources-là. Pourquoi? Parce que les mécanismes qui sont mis en place pour accéder à ces fonds sont très compliqués. Et les pays ne sont pas suffisamment formés. Je parle ici des techniciens des pays pour mettre en œuvre des projets dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire également? Faut-il mettre de l'argent pour trouver des cabinets internationaux qui proviennent encore des pays développés afin de nous permettre d'accéder à ces fonds? Telle est une question à se poser. Et il faut également penser au fait que lorsque ces financements sont obtenus, est-ce que nous avons mis en place un mécanisme pour veiller à ce que ces ressources soient utilisées comme ça se doit? Là, je parle de la question de gouvernement. Et ça aussi, c'est interne, ce n'est pas externe. Et je parle aussi de l'engagement des pays à travailler ensemble. Il y a des solutions qui existent au niveau africain. Comment faire en sorte de collaborer afin de partager les expériences des pays qui arrivent à lutter contre le changement climatique? Il y a vraiment des solutions que nous pouvons adapter au niveau régional, au niveau sous-régional, au niveau des pays avec lesquels nous sommes voisins. Je prends l'exemple de la Guinée, nous avons la Mano River Union, nous avons plein de pays limitrophes avec lesquels nous avons le même climat, les mêmes zones de délimitation qui sont touchés aujourd'hui par l'exploitation minière artisanale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens? Qu'est-ce qu'on fait pour pousser les jeunes à s'autonomiser afin qu'ils évitent l'immigration irrégulière? Donc, je vous ai parlé de questions transversales. La question du changement climatique intègre la question des droits humains. Donc, il faut tenir compte de tous ces angles-là si nous voulons réussir à faire engager les jeunes, les communautés, afin d'arriver à finalement trouver une solution pour atténuer les impacts du changement climatique, rendre nos populations résilientes face au changement climatique, avoir des solutions comme l'énergie renouvelable. L'Afrique est ensoleillée presque 100% de l'année.
Avons-nous des grandes industries qui travaillent dans ce sens? Posons-nous cette question. Ne nous adaptons pas aux objectifs des autres continents qui ne sont pas vraiment pareils. Aujourd'hui, l'Europe, bien que développée, industrialisée, fait face aujourd'hui à la crise de l'énergie. Et je pense qu'il y a quelques années, certains industriels voulaient que le pays tourne son orientation vers les énergies renouvelables, mais cela n'était pas du tout à l'apanage des industriels parce que tout est une question de stratégie, d'argent, de business. Aujourd'hui, avec la crise de l'Ukraine, on se rend compte que ces populations-là sont devenues, sont impactées en fait par ces questions d'énergie, par ces questions céréalières et tout ce qui s'ensuit. Et je crois que nous devons nous adapter, adapter nos solutions, mettre en place des mécanismes qui permettent aux jeunes d'accéder facilement à des ressources qui leur permettent de mettre à l'échelle leurs projets. Des initiatives, il en existe plein en Afrique de l'Ouest, par exemple, notamment sur le recyclage, notamment sur l'artisanat, notamment sur plusieurs méthodologies qui nous permettent de développer des sources d'énergie renouvelables, l'éolienne. Ce sont des solutions comme ça que nous devons présenter à nos pays et peut-être faire un plaidoyer pour que les parties prenantes à la COP puissent agir dans ce sens-là. Et nous pouvons aussi faire en sorte de développer des mesures de financement au niveau africain. On parle aujourd'hui de la grande muraille verte de l'Union africaine depuis combien d'années? Qu'est-ce qui est fait? Combien de kilomètres ont été mis en place depuis ce temps? Et ça, on ne va pas aussi mettre ça sur le dos des autres pays. Donc, je veux qu'on fasse en fait une réflexion continentale. Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau continental pour faciliter l'accès au financement, pour partager des expériences afin que nous puissions faire face au changement climatique qui a des conséquences très alarmantes. Selon le GIEC, aujourd'hui, si nous dépassons les 1,5 degrés Celsius, nous aurons des îles qui vont disparaître, la biodiversité sera menacée, nous aurons de plus en plus de maladies parce que les animaux vont se rapprocher des populations et nous aurons des problèmes liés aux droits humains parce que partout où il y a des questions de changement climatique, on a remarqué qu'il y a des questions de conflit, qu'il y a des guerres, qu'il y a des catastrophes et on a de plus en plus d'inondations à travers le monde, que ce soit en Asie du Sud-Ouest, que ce soit en Amérique latine et que ce soit ici en Afrique. Et l'Afrique est un continent qui est quand même entouré de beaucoup d'eau. Si nous ne faisons pas attention, les impacts des autres pays nous impacteront également. Et nous avons des populations qui ne sont pas très résilientes face au changement climatique. Adoptons des solutions locales, mettons en avant le génie créatif des jeunes et faisons en sorte que les communautés à la base soient de plus en plus résilientes, puissent avoir accès à des méthodologies très faciles de financement et évitons la paperasse parce que tout le temps, à chaque fois, nous répétons les mêmes erreurs, nous faisons les mêmes plaidoyers, mais lorsque nous retournons dans nos pays, qu'est-ce que nous faisons réellement? Merci beaucoup, Fatmata Chérif. Elle a vraiment mis l'accent sur la veille citoyenne de chaque citoyen de nos différents pays dans le continent africain, de pouvoir également s'activer pour apporter des solutions à notre bien-aimé continent. Je vois qu'il y a M. Moukaïla. Est-ce que vous voulez intervenir sur la question de l'accès, surtout comme ce qu'a relevé Madame Chérif par rapport à même en fait élaborer tout ce qui est projet. Effectivement, on se rend compte que sur notre continent, voilà, les personnes ont vraiment difficilement accès, que ce soit les organisations de jeunes, les organisations locales également ont difficilement accès en fait à tout ce qui est programme peut-être d'accompagnement pour l'élaboration de projets assez bancables. Donc, vous, est-ce que vous avez des initiatives à ce niveau qui touchent vraiment les communautés les plus reculées? Non, merci. Je pense que la question est essentielle hein, et je crois que c'est l'une des difficultés qu'on a relevées depuis la nuit des temps, depuis qu'on discute sur les questions liées au changement climatique. Je crois que la question, et je l'ai souligné tout à l'heure, la question de la capacité à monter les projets, mais aussi à mobiliser des ressources parce que, comme je peux vous le dire, les ressources, elles sont disponibles.
et elles sont disponibles. Et nous l'avons remarqué pendant le Covid. Hein. Quand vous voyez la célérité avec laquelle les États ont pu mobiliser des ressources pour répondre à l'urgence liée à la crise du Covid, ça peut vous dire clairement qu'il y a des ressources disponibles pour la lutte contre les changements climatiques. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à les capter parce que nous utilisons peut-être les mauvaises méthodologies. Et je suis d'accord sur les difficultés liées à la mobilisation des ressources au niveau des fonds, des mécanismes financiers. Mais la réalité, c'est au niveau du montage même des projets à la base. Quand vous regardez aujourd'hui même le secteur privé, vous voyez que le secteur privé qui arrive à mobiliser les ressources des différents mécanismes financiers qui existent, c'est les plus gros. Et les plus gros, c'est des multinationales qui sont installées dans notre sous-région, qui montent des projets avec des consultants qui viennent d'ailleurs et qui mobilisent des ressources facilement parce que nous n'avons pas le privé chez nous ou les petites PME n'ont pas les capacités nécessaires déjà même pour monter les projets. Quand vous regardez les critères d'éligibilité de projet, quand vous regardez tout ce qu'il faut mettre à disposition, tout ce qu'il faut mettre en place pour monter les projets là, c'est assez difficile. Nous accompagnons les développeurs de projets à améliorer leurs projets, à prendre en compte les questions liées au changement climatique, à prendre en compte les questions liées au développement durable. J'étais très enchanté de voir lors de la présentation de Fatoumata, quand elle faisait le lien entre le développement durable et les questions liées au changement climatique. Aujourd'hui, on ne peut pas les dissocier, il faut vraiment le travailler ensemble. Et nous avons des solutions adaptées au niveau de nos pays, nous avons des solutions adaptées culturellement, hein, de façon culturelle chez nous. D'ailleurs, et je le dis souvent aux gens, et ma directrice aussi a l'habitude de le dire, nous en Afrique, nous avons dans notre ADN les caractéristiques de vivre de façon très sobre. Donc, nous vivons très sobrement. Nous ne sommes pas les émetteurs des émissions de gaz à effet de serre, mais nous ne pouvons pas faire les mêmes erreurs que les gens ont fait dans le passé. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de mieux produire, de mieux exploiter nos ressources pour que demain, ces ressources soient disponibles pour les générations futures. Et vous avez souligné tout à l'heure la question de la solution axée sur la nature, mais aussi la question liée à la biodiversité, qui aujourd'hui sont des solutions pour la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désertification, la lutte contre l'érosion côtière. Quand vous prenez par exemple les mangroves permettent de lutter efficacement contre l'érosion côtière et contre les inondations par exemple. Et nous pouvons faire ce type de projet-là sans forcément avoir besoin de mobiliser d'énormes ressources. Donc, nous pouvons, et quand vous allez dans les villages, les gens utilisent toujours ces pratiques-là pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Donc, c'est des solutions qu'on peut déjà adopter au niveau de nos pays avant d'aller regarder au plus grand. Donc, tout à l'heure, quand je parlais aussi, j'ai souligné la nécessité vraiment des États d'accompagner les initiatives des collectivités locales et décentralisées, parce que c'est à ce niveau-là, c'est les populations à la base vraiment qui ont les solutions adaptées et qui ont les outils adaptés à la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, après, le truc, c'est qu'il faut upscale, il faut vraiment les développer à une échelle plus grande, et c'est là qu'on a besoin que les États accompagnent à mettre en place des solutions. Quand je parle, par exemple, de la mobilisation des ressources, par exemple, ça peut juste être pour les États, c'est mettre en place un cadre réglementaire institutionnel, un cadre d'accompagnement pour que ces pratiques-là soient dupliquées ailleurs. Et ce cadre-là, il est très important. Et quand vous regardez les CDN, par exemple, de nos pays, je trouve vraiment dommage que dans beaucoup des CDN, par exemple, on n'ait pas capitalisé sur ces pratiques-là, parce que ça peut être nos contributions, ça peut être ce que nous pouvons, ce à quoi nous pouvons contribuer. Ce n'est pas forcément des financements, mais c'est quand même mettre en place un cadre réglementaire institutionnel. Il faut passer devant nos parlementaires, mettre en place un cadre pour dire, à partir d'aujourd'hui, si un porteur de projet vient financer dans tel domaine, il peut bénéficier de ci et ça. Quand vous regardez, par exemple, et très simplement, hein, la plupart de nos États ont pris des engagements de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais depuis 2015 et depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, de plus en plus de subventions vont aux produits pétroliers et pas à des produits comme aux énergies renouvelables. Et ça, je trouve ça paradoxal parce que
en même temps, vous dites que vous voulez lutter contre les changements climatiques, mais vous ne financez pas, par exemple, vous ne mettez pas en place un fonds lié à l'adaptation, par exemple, ou un fonds d'accompagnement aux agriculteurs, ou un fonds d'accompagnement à l'achat d'une pompe solaire pour permettre aux cultivateurs de financer son agriculture, mais plutôt vous financez, vous donnez plus de subventions aux questions liées aux produits pétroliers. Mais je ne vous le cache pas, les produits pétroliers, moi, je considère comme un luxe pour nous en Afrique, parce que ce n'est pas le villageois qui utilise plus de pétrole. C'est nous en ville, avec nos gros cylindrés, qui utilisons plus de produits pétroliers. Donc, ces subventions-là vont plus à nous qu'à ces villageois-là. Et donc, il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce que nous voulons. Nous voulons vraiment aller, et comme ma patronne le dit aussi, est-ce que nous voulons le faire pour de vrai ou pour de faux? Parce qu'on dit on veut faire quelque chose, mais derrière, dans la pratique, on ne met pas en place des outils nécessaires pour accompagner ce vrai changement-là. Donc, c'est vraiment ce type de réflexion. Et j'ai bien aimé l'intervention de Fatoumata sur ces questions-là. C'est vraiment de voir qu'est-ce que nous pouvons faire sans forcément avoir à aller voir les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des solutions chez nous. Utilisons d'abord ces solutions-là et après, les autres verront où, derrière, on pourra utiliser des ressources plus adaptées pour accompagner. Et quand on a fait un exercice très simple au Togo, je pense qu'il y a en 2018, où on a regardé l'impact du financement des subventions des produits pétroliers sur les taxis-motos. Seulement au Togo, vous êtes à plus de 81 milliards de francs CFA par an sur les taxis-motos simplement. Donc, imaginez, regardez un peu ce que ça peut faire sur toute l'industrie, les transporteurs, les camionneurs, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment vous dire qu'il y a des capacités, il y a des possibilités de changement. Et quand vous prenez le Togo aussi, par exemple, le gouvernement togolais, depuis l'an 2020, a mis en place une réglementation pour encourager l'achat des voitures neuves, par exemple. Et vous avez vu qu'il y a quand même un effet positif dans ce cadre-là. Mais derrière, en même temps, quand vous subventionnez plus les produits pétroliers, vous voyez qu'il y a une disparité, vous voyez qu'il y a une différence dans les approches. Donc, vraiment, il faut qu'on regarde la solution de façon globale pour intégrer toutes ces solutions-là. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait s'il y a une phase pour les questions. Effectivement, il y a une phase pour les questions, mais bien avant de pouvoir relever ces questions que vous pourrez déjà mettre dans le chat et par la suite, on vous donnera la parole. J'aimerais poser à nos intervenants la question fatidique. Est-ce que l'Afrique, en fait, le continent africain parlera d'une seule voix à cette COP27? Je pense que les experts sont dans l'optique d'avoir vraiment des choses ou des actions ou des activités ou vraiment des plaidoyers uniques à présenter au cours de cette COP-là. Est-ce que vous pensez que ça sera possible d'avoir cette seule voix? Et voyant la situation actuelle que vit le monde, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un consensus sur les engagements ou par rapport aux engagements que les États vont prendre? On va commencer par Fatoumata. Alors, l'Afrique a l'avantage de parler d'une seule voix parce que cette fois-ci, la COP se passe en Afrique comme ça s'est fait au Maroc à la COP 22. Et pour cela, comme je vous l'avais dit, il faut vraiment un partenariat interafricain et mettre en place des solutions qui nous permettent de tirer profit de ces financements, de ces plaidoyers. Mais pour cela, faut-il déjà savoir ce qu'on veut? Faut-il déjà mettre l'accent sur les besoins de nos pays, de nos communautés? Dans nos COP, généralement, on a le groupe africain, c'est vrai, au niveau des pays étatiques, au niveau des conventions des partis, qui parlent au nom des pays africains. Ils ont tout le temps des réunions le matin pour faire le point et parler d'une seule voix, c'est vrai, mais comme je vous le dis, c'est très institutionnel, c'est beaucoup plus stratégique, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour parler d'une seule voix? Je pense que c'est là que le bas blesse et c'est là que des efforts méritent d'être faits. Et il y a plein de choses qui se sont faites. Hein. Par ailleurs, il y a eu la semaine du climat qui s'est passée récemment. Il y a les semaines de mobilité. Il y a plein d'actions qui se font avant la COP. Et je pense que ces actions peuvent aider à la prise de décision. On a eu la COP africaine qui s'est tenue au Gabon. Je crois qu'il y a eu plein de plaidoyers, plein d'engagements et plein de décisions qui ont été prises. Alors, je crois qu'il faut en tirer davantage profit, mais surtout les vulgariser pour que les parties
la Convention puisse intégrer ces problématiques-là, ces solutions, ces enjeux, afin de les partager durant ces COP-là. Parce qu'il y a ce qu'on fait avant, il y a ce qu'on fait pendant, mais il y a ce qu'on fait après. Donc, il y a souvent toute une mobilisation qui est faite avant les COP, pendant les COP, mais après la COP, il y a tout à fait du silence, en fait. Et donc, je crois que nous ne devons pas attendre de COP en COP pour prendre des engagements, de COP en COP pour mettre en place des plans d'action. Je crois que de COP en COP, nous devons nous auto-évaluer. L'Afrique, à elle-même, doit avoir un plan d'action, mais un plan d'action qui est vraiment pragmatique et programmé, c'est-à-dire de la COP 27 à la COP 28, qu'est-ce que unilatéralement l'Afrique est prête à faire, même si c'est sur un seul axe. Par exemple, la protection des berges ou encore la lutte contre l'érosion côtière. Comme ça, unilatéralement, de la COP 27 à la COP 28, nous savons combien de ressources ont été mobilisées pour ce faire, combien d'actions ont été faites et réalisées de manière sous-régionale dans ce sens. Et donc, est-ce que nous avons ce tableau pragmatique qui nous permet d'évaluer nos actions de COP en COP? Quand moi, je vois les différentes COP, je ne vois pas vraiment des résolutions vraiment mises en œuvre. Il y en a des documents, extraordinaires qui sont conçus par des experts de renom, mais sur le plan local, sur le plan national, comment nous envisageons la mise en œuvre? C'est là que je dis que l'Afrique doit avoir un plan d'action qui lui permet d'évaluer elle-même ses propres engagements. Et je crois que ça, si ce n'a pas encore été fait, il faut qu'on le fasse maintenant à partir de la COP 27 et que la déclaration de Sharm el-Sheikh soit un engagement fort et que l'Afrique, au sortir de là, puisse bénéficier de ces fonds existants. Nous ne pouvons pas être le continent le moins polluant et être le continent qui n'absorbe pas ses ressources. Les pays développés ont des engagements vers les pays comme nous, c'est-à-dire des pays moins polluants, pour investir dans la lutte contre le changement climatique, dans l'adaptation face au changement climatique, dans les mesures d'atténuation et de résilience face au changement climatique. Et donc, nous avons toutes les possibilités, nous avons toutes les clés en main, nous avons toutes les portes ouvertes. Mais sommes-nous prêts à les saisir? C'est là que les pays doivent se poser les questions et surtout nos présidents, c'est-à-dire les ministères et tout ça, qu'ils travaillent avec nous. Nous qui sommes sur le terrain. Les communautés ont tant de choses à apporter, mais lorsqu'elles sont en marge de ces COP, ça ne peut pas bien se passer. L'engagement des partis pour la participation des autres parties prenantes non gouvernementales n'est pas vraiment effectif. Quand les COP se passent à l'extérieur du continent, les communautés à la base n'arrivent pas à participer aux COP. Non seulement pour des questions de financement, ça coûte très cher, les questions de mobilité, pas d'accès au visa, et ce sont des personnes parfois qui n'ont pas des pièces d'identité leur permettant de faire ce genre de parcours. Et pourtant, ce sont elles qu'on va défendre là-bas. Pourquoi elles ne parleraient pas en leur nom? Les groupements de femmes, les groupements de jeunes, les agriculteurs, les éleveurs, les pasteurs, ils ont tellement de solutions, tellement de difficultés, mais surtout sont résilients et ont les clés en main pour faire de plaidoyer. Et donc, il faut déjà faciliter la participation des acteurs non étatiques à ces types d'activités et faire en sorte que les conventions soient mises en œuvre, mais surtout vulgarisées, traduites dans les langues locales au niveau national, faire en sorte que de manière concertée, les CDM soient mises en œuvre, mais de manière intergénérationnelle, de manière interdisciplinaire, de manière interstructurelle. Je vais vous donner un petit exemple. En Guinée, nous nous sommes engagés à la lutte contre les polluants plastiques. Nous avons une loi pour ça. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons une direction qui s'occupe des polluants. Pourtant, lorsque le ministère du Commerce et le ministère de la Santé veulent se débarrasser des produits périmés, ils font l'incinération en plein air. En le faisant, nous violons les accords, puisque le pays s'est engagé à la lutte contre les polluants, mais aussi à réduire les gaz à effet de serre. Et tous ces comportements au quotidien ne favorisent pas la mise en œuvre de ces engagements. Pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas de manière concertée. Et je crois que c'est là qu'il faut agir. OK. Merci beaucoup pour cet éclaircissement par rapport à la question. Alors, est-ce que Zoungrana est là pour nous partager en fait déjà son ressenti sur la tenue de cette COP27 cette année en Égypte?
Fatoumata a largement répondu à la première question. Néanmoins, il y a de l'espoir, ça se passe en Afrique et nous espérons que à la marge des actions qui sont déjà menées, que ce soit à la rencontre des ministres de l'Environnement, le Semaine de la mobilité, tous les événements qui vont se passer, nous espérons que le groupe africain iront d'un seul voix et pour pouvoir mettre en avant nos priorités. Concernant la deuxième question, ce que je peux dire, les COP se passent et se ressemblent. Et il faut noter que la COP 26, on parlait de la dernière chance à Glasgow. Bon, mais vous avez vu de cette COP à aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée. Donc, moi, personnellement, bon, on me dit qu'il ne faut pas désespérer, il y a de l'espoir. Et personnellement, je trouve que ça ne marche pas parce que ce sont des conventions au niveau international, comme d'autres intervenants l'ont souligné, qui doivent prendre en compte des aspirations au niveau national comme au niveau local. Mais si on reste au niveau international, vous allez voir que nous avons du mal à vraiment avoir des instruments juridiques contraignants. Et moi, je pense que si on arrive un jour à avoir des instruments juridiques contraignants, ces instruments vont nous permettre non seulement aux gros pollueurs de s'acquitter de leurs droits de s'acquitter de leurs droits de financement et aussi à ceux qui produisent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre qui sont nous les pays du Sud. Donc, je pense que si on arrive un jour à avoir un instrument juridique, cela va vraiment nous permettre d'aller en avant et de vraiment pouvoir essayer de contenir cette question de changement climatique. Sinon, sans vraiment d'instruments juridiques, nous allons toujours passer de COP en COP. Et bon, peut-être il y a toujours l'espoir. Et on se dit que du fait que vous remarquez aussi qu'il y a les événements extrêmes qui sont là, il y a les inondations de gauche à droite, il y a les sécheresses par-ci, par-là, il y a les cyclones. Peut-être que nous, l'humanité, nous allons prendre encore plus conscience parce qu'il faut aussi noter, il y a 5 ans, quand on parlait du COP, peu de personnes sont informées, mais de nos jours, quand on parle de climat, la majorité des personnes ils sont informés, il y a la société civile qui fait de son mieux pour apporter sa voix, il y a les jeunes qui sont là, il y a les États aussi qui sont là, qui essaient maintenant de se regrouper, on ne parle plus à rang dispersé. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a néanmoins de l'espoir. Merci. Merci beaucoup, nous. Alors, avant de prendre les questions, Monsieur Keila, en 2 minutes, déjà nous dit, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un consensus entre les États, vu la situation auquel voilà, le monde est confronté actuellement? Alors, je pense que consensus, ça sera, c'est un grand mot. Je ne pense pas qu'on pourra arriver à un consensus, mais je crois que les États doivent faire des efforts sur la prise en compte, hein, comme l'a dit les autres panélistes, la prise en compte des réalités locales, hein, pour trouver la solution. La solution, elle existe, les solutions, elles existent et elles sont au niveau local, elles sont dans la mise en œuvre au niveau local. Donc, la prise en compte des partenaires, des femmes, des jeunes, des personnes, parfois des personnes âgées, hein, dans certaines localités, vous voyez que c'est eux qui détiennent les réalités. Quand vous prenez aujourd'hui la question de la migration, par exemple, tout simplement, vous montre que quand vous développez un projet dans les milieux ruraux, il faut forcément intégrer les personnes âgées pour le transfert de capacité, parce que c'est eux qui restent. Donc, si vous formez les jeunes, que les jeunes partent en ville pour que les taxis-motos ou bien vont en Europe, les projets que vous mettez en œuvre dans cette localité-là ne sont pas bien entretenus. Donc, aujourd'hui, on va prendre toutes ces questions-là en charge. Et nous travaillons, hein, je pense que cette semaine, par exemple, nous avons fait un atelier à Lomé pour permettre aux pays de la CEDEAO de se réunir pour parler de la même voix, hein, pour avoir la voix de l'Afrique de l'Ouest et avant d'aller vers le groupe africain, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui est un groupe très important, mais malheureusement avec des disparités. Donc aujourd'hui, en fait, nous essayons de les mettre autour de la table pour que le groupe africain puisse parler de la même voix.
Tout à l'heure, par exemple, dans l'introduction, vous m'avez présenté comme chef du projet de la finance climat de l'Alliance. Et cette alliance-là, par exemple, sert à ça, amener les gens autour de la table pour que, d'une façon collégiale, on puisse, au moins sur la question du marché, sur l'article 6, on puisse avoir la même voie pour pouvoir aller de l'avant, parce que les disparités et les divergences ont fait que, pour le MDP, nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de ressources, on n'a pas pu mobiliser des ressources. Aujourd'hui, il faut qu'on aille de la même voie. Début 2023 sera une année, sera un moment très important pour nous, parce que les échanges liés aux quotas des émissions de gaz à effet de serre vont se faire. Et aujourd'hui, beaucoup de nos pays ne sont pas prêts. Et nous avons une belle opportunité avec la guerre en Ukraine. Moi, je le dis aux gens, les gens disent, ouais, mais la guerre en Ukraine est une belle opportunité, parce que ça nous a prouvé quand même que l'Union européenne et autres ont eu besoin de recourir aux centrales à charbon, par exemple. Et c'est des pays qui ont pris des engagements. Donc, forcément, doivent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Si nous sommes prêts, les pays qui seront les plus prêts et qui ont des projets sobres en carbone, par exemple, vont bénéficier de ces ressources-là, parce que ces pays-là sont obligés de compenser, donc seront obligés d'acheter des crédits carbone. Donc aujourd'hui, malheureusement, on aura des situations où ces crédits carbone vont encore repartir aux pays asiatiques, aux pays d'Amérique latine. Et nous, en Afrique, on est là à regarder, c'est maintenant, on s'apprête, c'est maintenant, on essaye de regarder. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, et il faut que les solutions soient des solutions adaptées aux réalités de chez nous. Merci. Merci, cher Moukaïla. Alors, on a une question dans le chat, peut-être avant que quelqu'un ne prenne la parole pour une autre question. Alors, la question dit ceci: la pensée commune veut que le progrès soit lié à l'industrialisation. Dans cette course au progrès, les gouvernements se soucient moins de la préservation, du climat. J'essaie de lire le message en entier. Peut-on envisager donc, peut-on envisager donc une sorte de progrès vert qui puisse être en adéquation avec les idéaux de la sauvegarde du climat? Peut-être la personne prendra la parole pour expliciter ce qu'elle veut dire par cette question. Je pense que peut-être j'ai un peu compris sa question. Peut-être c'est l'élan dont les pays du Nord et les pays du Sud avancent sur ces questions du changement climatique. Parce que c'est prendre juste l'exemple simple, on nous dit, nous, pays qui émettons 4% des émissions de gaz à effet de serre, qui ne vaut même pas la moitié de ce que émet la Chine. Est-ce qu'on doit nous contraindre à vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre parce que nous sommes dans la dynamique de l'industrialisation? Ça reste vraiment une question de casse-tête. Et personnellement, moi, je dirais que même si eux, ils sont allés avec l'élan de l'industrialisation, nous, Africains, nous pouvons nous développer autrement. Et puis, le développement, ça dépend de comment nous prenons cette question. Par exemple, je pense que c'était Fatoumata. Donc, nous avons des pratiques culturelles, nous avons des technologies culturelles que nous pouvons mettre en avant pour vraiment essayer de minimiser nos émissions de gaz à effet de serre. Et cela va nous permettre vraiment de nous développer de la manière dont nous comprenons le développement africain, nous sentir à l'aise en Afrique et non pas être forcément comme les Européens. Non, mais nous, juste pour compléter ta réponse, que je pense qu'il y a une réponse assez bonne, qui relaxe vraiment le comportement, l'attitude qu'on devrait avoir. C'est vrai que les autres, ils ont beaucoup s'industrialisé, ont beaucoup pollué et autres, mais Dieu merci d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas Internet et que c'est en se développant que les autres, ils ont créé Internet, ils ont créé des avions que nous prenons pour aller à ces conférences, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ne les ont pas fait de façon judicieuse. Mais est-ce que ça voudrait dire que nous, pour se développer, il faut aller dans le même sens? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des solutions adaptées à un développement sobre en carbone, mais qui ne nous limitent pas au développement. Aujourd'hui, quand on parle de la transition énergétique, par exemple, c'est la vraie question. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on se développe, en utilisant des méthodologies sobres
en carbone pour arriver à un développement aussi important que ce que les pays européens ont fait. Il y a des méthodologies et des solutions. Aujourd'hui, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir un système de transport sale. Si un pays, par exemple, je prends le cas du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire qui ont découvert le pétrole, par exemple, décide que on a pris des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais nous venons de découvrir le pétrole, par exemple. Ils sont libres de produire du pétrole en utilisant les ressources qu'ils ont à disposition, mais décider, par exemple, de faire un transport propre. Par exemple, si vous avez des centrales à charbon ou au fioul lourd pour la production électrique, par exemple, vous pouvez créer un système de transport avec des trains électriques, avec un système électrique de transport. Et faire, comment ça s'appelle, faire une compensation de ce que vous produisez en énergie pour électrifier vos villes et autres avec le transport que vous faites. Vous faites, par exemple, vous produisez effectivement avec du fuel lourd, avec des mécanismes assez polluants de l'énergie, mais derrière, vous pouvez faire de l'efficacité énergétique. Il y a certains de nos pays, par exemple, où la perte simplement en énergie dépasse largement les besoins de production énergétique. Je dis n'importe quoi. Vous prenez par exemple une centrale à charbon qui vous coûte 35 milliards de francs CFA, mais quand on met, les pertes sont de plus de 50% dans l'utilisation parce que le circuit de distribution est mal fait, le circuit ainsi de suite, il y a de mauvaises utilisations et autres, alors qu'on peut corriger ces défauts-là, réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation et permettre d'électrifier beaucoup plus de population que de créer une autre centrale à charbon ou une autre centrale à fuel pour polluer encore plus. Donc, vraiment, il y a des solutions adaptées que nous pouvons regarder et je pense qu'il faut plus aller dans ce sens-là qu'autre chose. Merci. Okay. Merci, M. Moukaila. On va prendre, je ne sais pas si Mme Chérif a quelque chose à rajouter rapidement. Il y a une question encore dans le chat. D'accord. Je pense que sa question est pertinente parce que l'industrialisation doit aller en phase avec le développement. Qui dit habitat parle de lui-même, parle aussi également des industries. Mais nous ne pouvons le faire de manière durable. On a parlé d'efficacité énergétique. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour ça, l'éolienne, le solaire et plein de choses. Et si vous prenez la consommation des ménages dans les pays africains, elle est très réduite en kilowattheure. Et donc, on n'a pas besoin d'assez d'énergie fossile pour se développer. Et par ailleurs, nous avons besoin des industries pour nous développer. Si je prends dans le cadre de l'agriculture, la transformation agricole, nous avons aujourd'hui beaucoup de récoltes qui pourrissent tout simplement parce qu'on n'a pas la chaîne de valeur de l'agroalimentaire qui est mise en place. Et si nous mettons l'accent sur des industries agroalimentaires, nous réduisons ici les énergies fossiles liées à l'importation. Vous voyez un peu, il faut juste faire des choix judicieux. Transformer sur place va permettre aux populations de manger local, de transformer local, sans importation. Alors que l'importation des produits alimentaires coûte cher parce que ça se fait par bateau et le circuit de transformation est polluant, les contenants sont polluants. Et donc, si l'Afrique décide, par exemple, de s'autonomiser, d'avoir une agriculture résiliente de manière locale, et même si nous avons des industries qui vont dans ce sens-là, elles ne seront pas aussi polluantes que tout ce qu'on a comme pollution liée à l'importation des produits alimentaires. Donc, je pense que c'est une question de choix. Dans le transport, dans la mobilité, dans l'architecture, l'urbanisation que nous voulons de nos pays, si nous mettons en place des modes de survie durables, nous allons réduire la consommation de l'énergie puisqu'une maison bien construite qui tient compte de l'environnement sera ventilée, n'aura pas besoin de climatiseur 24 heures sur 24. Est-ce que vous voyez un peu? Tout est une question de choix, mais toute une question d'intégration des politiques et de les mettre ensemble pour qu'elles évoluent en phase. Et donc, l'Afrique peut bien se développer de manière industrielle, mais avec des choix d'énergie, mais surtout avec un impact positif pour l'humanité, mais pour sa population. Parce que nous ne pouvons pas aussi tirer le diable par la queue, nous ne pouvons pas tout le temps dépendre de ces pays développés qui, elles-mêmes aujourd'hui, après 100 ans d'industrialisation, se rendent compte qu'ils ont fait des mauvais choix. Et donc, la solution se trouve en Afrique. Merci beaucoup, Fatoumata. S'il y a quelqu'un, en plus de la question de Romaric, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question? Il nous reste à peine 4 minutes pour terminer. Il y a une question dans le chat pour Moukaila. Existe-t-il un mécanisme pour la mobilisation des municipalités pour avoir des actions climat au niveau local?
Et pour Romaric, les Africains peuvent-ils arriver à lutter contre les effets désastreux du changement climatique sans un accord commun sur le climat? Alors, Moukaïla, je pense que la première question est destinée et la deuxième question, on va prendre en 30 secondes le retour de chaque personne, chaque speaker. Alors, sur la question des municipalités, des collectivités locales et décentralisées, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a énormément d'initiatives pour accompagner ces communautés-là. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement la CGLU, vous connaissez le FMDV, qui sont des mécanismes mis en place pour accompagner les municipalités. D'abord, à travers la mise en place d'un cadre institutionnel réglementaire, et ensuite à mobiliser des ressources, à mettre en place des mécanismes financiers. Le FMDB, d'ailleurs, travaille étroitement avec beaucoup de villes en Afrique pour mettre en place des dispositifs dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il y a une conférence qui se tiendra à Abidjan en fin octobre pour parler de ces questions de financement des collectivités locales et décentralisées. La question des collectivités locales et décentralisées n'est pas le problème, plutôt, des collectivités locales et décentralisées, n'est pas un problème de ressources. C'est un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cadre institutionnel réglementaire. Le pouvoir central, très souvent, ne donne pas de liberté ou ne donne pas les moyens nécessaires aux collectivités locales et décentralisées de mobiliser des ressources pour financer les projets. Par exemple, le pouvoir central veut avoir un contrôle sur les projets qui sont développés dans le pays et ne laisse pas forcément la main libre aux municipalités pour le faire. Et les pays dans lesquels les municipalités ont la main de le faire, très souvent, les municipalités n'ont pas les ressources techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces projets-là. Donc, il y a un peu de tout et je pense que le travail qu'on fait au niveau global, au niveau des pays, il faut le faire aussi au niveau des collectivités locales et décentralisées. Vous prenez une mairie, par exemple, je dis n'importe quoi, quand je prends le Togo, même une mairie de la ville de Lomé, par exemple, si on leur donne les ressources aujourd'hui, on leur donne des milliards aujourd'hui pour leur dire développer des projets, vous allez vous rendre compte qu'ils ne savent même pas comment gérer un projet parce qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour gérer un projet. Donc, les capacités administratives, financières et tout le reste. Donc, c'est vraiment une question de renforcement de capacité, d'appui institutionnel, de vraiment intégration et implication de tous les acteurs pour pouvoir y arriver. Il y a des ONG, par exemple, qui sont disponibles, qui accompagnent les partis dans toutes ces chaînes de valeur-là. Mais ces ONG-là, par exemple, ne sont pas connues. Et même en termes de communication, il faut un travail assez important. Et c'est là que, par exemple, Fatou, elle a raison. Il faut un travail important avec les ONG pour communiquer, parce que la communication, elle est importante. Vous prenez des institutions comme la Banque Ouest Africaine de Développement, par exemple, il y a beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, les gens ne savent pas, à part le ministère des Finances, qui sait ce que la BOAD, par exemple, fait. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que la BOAD fait, qu'est-ce qu'elle couvre, ainsi de suite. Je vois, par exemple, certaines requêtes, par exemple, je vois des ONG qui envoient des requêtes à la BOAD. Ah, monsieur le président de la BOAD, nous sommes jeunes, activistes, nous faisons ci, nous faisons ça, nous avons besoin d'un financement de 2 millions, 3 millions. Ce n'est pas des projets qui intéressent le président de la BOAD. Il ne regardera pas ça. Et ne vous prendra pas au sérieux. Il y a des mécanismes mis en place par la BOAD qui financent ce type d'initiatives, qui financent ce type de projet-là. Il faut plus faire un travail soi-même en tant que développeur de projet avant d'aller vers les bailleurs de fonds, avant d'aller vers les porteurs de projets pour pouvoir mobiliser des ressources. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il faut vraiment faire un travail sur place, en communication, en appui institutionnel et réglementaire, en capacity building et vraiment travailler avec les populations à la base. Merci. Merci beaucoup. Le sujet, il est très passionnant. Je vais demander à nous s'il peut répondre à la question de Romaric pour à savoir si les Africains peuvent arriver à lutter contre les effets désastreux du changement climatique sans un accord commun sur le climat en Égypte. Et pour finir, je pense qu'il est déjà 16h31. On va demander aux panélistes de pouvoir clore cette session. Alors, nous, je te laisse la parole. D'accord. Super. Donc, pour aller rapidement, puisqu'on a déjà épuisé le temps, comme je le disais, on dit ensemble, on est encore plus fort. Je pense qu'on aurait gagné vraiment à aller en un seul bloc avec nos réalités qui sont différentes des réalités des pays européens et nos besoins aussi. Donc, je pense que si on part en un seul bloc, on gagnerait comme d'habitude.
Donc, il y a toujours de l'espoir. Merci. Merci beaucoup, Nour. Je pense que le sujet il est très passionnant. Les speakers ont tellement à dire pour accompagner nos organisations, nos citoyens dans leurs activités, dans leurs actions. Malheureusement, on n'a aujourd'hui que 1h30 pour pouvoir échanger sur ce point. Donc, vraiment, merci à nos speakers déjà. Merci à tous ceux qui sont présents pour cet échange. Je vais laisser la parole pour vraiment 2 minutes ou 1 minute, on peut dire, pour pouvoir clore voilà, cette session. Donc, on va commencer par Fatoumata pour son mot de conclusion. Merci déjà aux panélistes, merci aux participants, merci à Make Sense pour cette opportunité. Et il faut de plus en plus d'opportunités données aux jeunes pour transmettre justement ce type de message pour qu'ils touchent les décideurs. Mais surtout, j'invite les jeunes à mettre en œuvre des actions locales. N'attendez pas les financements. Moi, le message que je donne aux jeunes, c'est que la recherche de financement, c'est vrai qu'elle vous aide à mettre à l'échelle votre action. Mais elle ne vous aide pas à démarrer parce que la première action à faire, c'est de mettre l'emphase sur le capital humain. Votre initiative, elle vient de là, de la tête. Vous avez des personnes qui vous entourent, des amis qui ont des expertises qui peuvent être monétisées. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin d'expertise dans un domaine, entourez-vous des personnes qui ont ces expertises-là. Mais commencez vos projets, démarrez vos projets. Moi, je passe du temps à coacher plein de jeunes qui me demandent de les aider à financer leurs projets parce qu'ils me voient agir. Moi, mes projets, je mets en place un mécanisme durable de financement. Qu'est-ce que moi-même je peux faire en tant que porteuse de projet pour rendre mon projet durable? Il s'agit là d'allouer une partie de tes propres ressources à tes projets et transformer le capital humain en capital financier. C'est très, très important. La première ressource, c'est la ressource humaine. Nous avons des personnes qui nous entourent, qui ne demandent qu'à être impliquées dans nos projets. Ne passez pas votre temps à vous asseoir dans les bureaux, à réclamer les financements, alors que vous pouvez commencer avec peu, avec 100 000 francs CFA, avec 50 000 francs CFA, quel que soit le domaine d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets convergent ensemble et impliquer les aspects changement climatique, genre citoyenneté dans vos projets et vous verrez que ça va avancer parce qu'il faut d'abord identifier la thématique, la problématique qui vous entoure et ensuite vous verrez que la solution sera facile à trouver parce que vous-même, vous faites partie de la solution. Et donc, mettons en place ces types de mécanismes-là pour agir dans nos communautés. Ne voyons pas très loin au-delà de nos communautés. Le problème se trouve dans nos communautés et la solution se trouve dans nos communautés et avec ces communautés. Et donc, faites du design thinking, impliquez les gens dans vos projets. La solution se trouve au niveau local. Merci beaucoup, Fatoumata. Déjà spécifié que le design thinking est l'un des outils de Make Sense qu'on utilise dans le cadre de nos activités. Merci beaucoup d'en faire également la promotion. Alors, je vais laisser la parole à nous pour son mot de fin. D'accord, merci. Je vais rapidement peut-être aller en 15 secondes parce que j'ai une autre réunion que je dois rejoindre. Donc, j'ai juste peut-être interpeller les jeunes qui sont connectés, les organisations de la société civile, de plus s'engager au niveau des conférences qu'on organise au niveau local, au niveau national. Ça vous permettra encore de comprendre mieux comment les négociations se passent et les enjeux que les pays africains sont confrontés. Donc, sur ce, ça sera mon mot de fin. Merci aux panélistes d'avoir partagé ces expériences, ces connaissances, ces informations. Et merci aussi à ceux qui sont présents d'avoir donné leur temps pour encore apprendre plus sur les questions du changement climatique. Merci. Aniki encore. Merci beaucoup, nous. Alors, Moukaïla. Pardon. Très rapidement, hein, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas conclure. Hein, on ne peut pas conclure sur cette question-là parce qu'elle est vraiment essentielle. Si on doit parler, on peut parler jusqu'à demain matin. Donc, c'est dire à tout le monde que vous avez vu, Make Sense a partagé la publication, on a nos adresses sur LinkedIn. On peut continuer le débat. Hein, le débat continue. Je pense que pendant la COP, après la COP, il faut toujours continuer par faire le débat. Il faut toujours continuer par partager les informations. Donc, moi, je reste disponible à ça. J'écoute souvent les jeunes et je veux vraiment travailler ensemble avec les jeunes. Je pense qu'on peut trouver la solution ensemble, comme l'a dit tout à l'heure Fatou. La solution, elle est chez nous. Nous pouvons la trouver. Nous devons la mettre en place. Nous devons travailler avec
nos personnes. C'est nous-mêmes la première matière grise, la ressource nécessaire, c'est la ressource humaine. Donc, travaillons ensemble pour faire ça. Merci aux co-panélistes, merci à Shakira et à Make Sense pour cette initiative. Et je crois qu'on aura d'autres opportunités pour se parler. Merci bien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Fatmata, nous, Moukaïla pour cette activité. On a dépassé les 7 minutes. Vraiment désolé, chers participants, chers speakers également. Mais je pense que la question est tellement importante pour nous qu'il nous revient en fait vraiment dans le débat. Mais je pense que le Centre-Ouest, c'est une activité qui se tient chaque mois. Donc, on aura l'occasion également de revenir sur ces sujets. Vraiment, merci beaucoup, chers participants, d'être restés jusqu'à la fin. Et on se dit à très bientôt pour le prochain Sense Voice. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, Merci Shakira. Merci. La modération, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci Zuru, merci Romaric et tout le monde. Ok, bye. Merci. Hello Dosso.